Beaucoup d'entre nous connaissent la culture jazz des années folles, qui a symbolisé la société européenne après la Première Guerre mondiale. Cependant, peu de gens aujourd'hui ont entendu parler d'Ada Bricktop Smith, une propriétaire de club de jazz et mondaine qui est devenue une véritable légende culturelle. Rejoignez-moi pour découvrir son histoire. La femme qui allait devenir célèbre sous le nom de Bricktop est née sous le nom d'Ada Beatrice Smith dans la ville d'Alderson, en Virginie-Occidentale, le 14 août 1894. De façon quelque peu excentrique, elle a adopté plusieurs autres prénoms au cours de sa vie, dont Queen Victoria, inspirée de la reine britannique au très long règne, et Virginia en référence à la région d'Amérique d'où elle venait. Ses parents étaient tous deux issus de milieux d'esclaves dans le sud des États-Unis. Par exemple, sa mère est née au milieu de la guerre de sécession américaine au début des années 1860 et a théoriquement été esclave pendant les 2 premières années de sa vie. Avant la victoire de l'Union dans la guerre et la promulgation de la proclamation d'émancipation, l'esclavage existait encore aux États-Unis. Ses parents étaient également issus de milieux métis, et Ada était en partie irlandaise du côté de sa mère. Quand elle était jeune, le père d'Ada est décédé et la famille a quitté la Virginie occidentale pour se diriger vers le nord, à Chicago, au début de la Grande Migration. Cette migration a duré des décennies, d'environ 1910 jusqu'aux années 1960, et a vu des millions d'Afro-Américains quitter les États du Sud pour s'installer dans les grandes villes industrielles du Nord, comme Chicago, Detroit et Cleveland. Ada a commencé à travailler dans des saloons et des bars à Chicago dès son plus jeune âge. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne commence également à se produire également sur scène dans des théâtres. Sa première apparition a eu lieu lors d'une mise en scène de La case de l'oncle Tom au théâtre Haymarket à Chicago. C'est également pendant cette période qu'elle a acquis le nom de Bricktop, apparemment en référence à ses cheveux roux, héritage de ses origines irlandaises. À seulement 16 ans, Smith a quitté la maison pour partir en tournée dans le Midwest avec une troupe de théâtre qui présentait un numéro de vaudeville avec d'autres Afro-Américains. Lorsque ce travail a pris fin, elle s'est dirigée vers New York. Là-bas, elle a travaillé quelque temps au Barons, à Harlem, un quartier de New York qui à cette époque passait d'un quartier blanc dominé par de vieilles familles new-yorkaises d'origine néerlandaise à un centre florissant de la renaissance culturelle afro-américaine. Elle a passé une partie des années 1910 et du début des années 1920 ici, bien qu'elle ait également parcouru le pays, retournant un temps à Chicago et voyageant vers l'ouest jusqu'en Californie. C'est au cours de ces années que ses talents de chanteuse de jazz, d'artiste de vaudeville et de danseuse polyvalente se sont perfectionnés. Malgré son succès modéré en Amérique, au début des années 1920, Smith a décidé de quitter les États-Unis pour l'Europe. Dans une biographie récente de Bricktop, écrite à la première personne, comme si c'était de son point de vue, et utilisant sa correspondance ainsi que ses propres écrits comme source, sa décision de quitter Harlem et New York pour s'installer à Paris, en France, est expliquée dans les termes suivants. J'avais intercepté un télégramme que Jean Bullard avait envoyé à Colney's Inn, à Harlem, demandant qu'une fille vienne à Paris pour chanter au La Grande-Duc. Je cherchais à remettre de l'ordre dans ma vie. Trouver du travail devenait de plus en plus difficile pour nous, chanteurs et danseurs, quel que soit notre niveau ou notre réputation. Nous étions tous en compétition pour quelques places. Les jazzmen qui faisaient des allers-retours à travers l'Atlantique disaient que la vie était plus facile à Paris. Le mieux, c'est qu'il n'y avait aucun préjugé racial. Je rêvais de manger, de boire et de voir du monde, où je voulais et avec qui je voulais. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir. Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts.
Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Smith partit pour la France soit à la fin de 1923, soit au début de 1924. Smith s'était installé dans une ville qui était la capitale culturelle du monde. Paris avait émergé dans ce rôle dans la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque des écrivains comme Émile Zola, Alexandre Dumas et Marcel Proust y vivaient, aux côtés de poètes et de peintres tels que Baudelaire et Monet. Ces personnes fréquentaient des clubs comme le Moulin Rouge et ont établi la réputation de Paris comme centre mondial de la culture de la danse et de la débauche. À la suite de la Première Guerre mondiale et des crises qui l'ont suivie, telles que la pandémie de grippe espagnole et les guerres civiles et révolutions qui ont frappé des pays comme l'Allemagne, la Turquie et la Russie, une nouvelle génération d'écrivains, de poètes, de peintres et de danseurs a afflué à Paris. Cela comprenait des personnes comme les écrivains James Joyce et Ernest Hemingway et le poète Ezra Pound. La scène était soutenue par un énorme essor économique et une spéculation financière à partir de 1923. Un essor qui allait éclater de façon catastrophique en 1929, mais qui avait vu beaucoup d'argent circuler à Paris avant cela. Dans cet environnement, la demande pour les chanteurs de jazz, les danseurs et d'autres personnes associées à la vie nocturne animée de Paris était à son apogée. Bricktop s'est rapidement imposé sur la scène parisienne, devenant une proche connaissance de l'écrivain F. Scott Fitzgerald pendant qu'il passait du temps dans la capitale française, ainsi que d'Hemingway et d'autres. Là où ces écrivains et artistes allaient, d'autres personnes suivaient, et bientôt le public affluait au spectacle Dada dès que des personnalités comme Fitzgerald et Hemingway commencèrent à les fréquenter. Sa notoriété continua de croître, et elle était souvent engagée par Cole Porter comme animatrice lors de ces soirées. Là, elle était connue pour enseigner aux invités les dernières danses à la mode, comme le Charleston et le Black Bottom, et il était même dit qu'elle a appris au futur roi Édouard VIII à les danser tous les deux. Elle envisageait déjà d'élargir ses activités et d'ouvrir son propre établissement, agacée par la petitesse des clubs de danse parisiens comparés aux salles des États-Unis. Cependant, sa première tentative a rencontré des problèmes de licence et n'a jamais vu le jour. En 1926, Smith a finalement réussi à ouvrir son propre établissement. Elle l'a appelé Cher Bricktop et ce fut un succès immédiat, devenant un lieu culturel important à Paris dans la seconde moitié des années folles. Cela a engendré de nombreuses histoires légendaires. À une occasion, le grand écrivain américain John Steinbeck, auteur des Raisins de la colère et des Souris et des hommes, a été expulsé du Cher Bricktop alors qu'il était ivre par Smith. Steinbeck s'est excusé de façon célèbre en faisant envoyer un taxi rempli de roses à travers Paris jusqu'au club. Par la suite, il a été accueilli de nouveau par Radar. Le célèbre Fred Astaire a même visité et s'est produit au club. Le club est également mentionné dans de nombreux ouvrages publiés à l'époque par Hemingway, Fitzgerald, Evelyn Waugh et d'autres. Cependant, ce succès fut de courte durée. À l'automne 1929, le krach de Wall Street eut lieu, suivi de la Grande Dépression. Alors que tout cela commençait, la scène jazz festive et alcoolisée des années 20 devint un lointain souvenir et des clubs comme Cher Bricktop eurent du mal à survivre. Beaucoup ont finalement dû fermer leurs portes. Cher Bricktop était assez populaire pour continuer un certain temps, mais finalement les lumières se sont éteintes. Smith est retourné aux États-Unis un moment, y trouvant du travail sporadique.
La nature précaire de cette situation, combinée à la mort de sa mère en 1938, l'a laissé en proie à une anxiété sévère. Alors que le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939 a encore fragilisé l'industrie du divertissement. À une époque où elle commençait à peine à se remettre véritablement des effets de la Grande Dépression. Pourtant, elle avait marqué l'Europe dans les années 1920 et y retournerait bientôt. Bien que les années 1930 et le début des années 1940 aient été des périodes difficiles pour Bricktop, elle s'est vite remise sur pied. En 1942, elle s'était installée au Mexique, l'une des rares régions du monde relativement épargnées par la guerre. Là-bas, elle a ouvert un club à succès à Mexico et l'a dirigé pendant plusieurs années. Puis, alors que l'Europe se reconstruisait et que l'économie se relevait après les ravages de la Seconde Guerre mondiale, elle est retournée à Paris en 1949. Malheureusement, la ville n'était plus comme elle s'en souvenait. La capitale française a perdu sa place de capitale culturelle du monde dans les années 1930 et elle ne l'a jamais vraiment retrouvée. Le titre est passé à New York, un endroit où Ada savait très bien que le vaudeville et la danse n'étaient pas très demandés. En conséquence, elle s'est dirigée vers Rome après une brève tentative pour renouer avec le succès à Paris. Dans la capitale italienne, elle a connu une sorte d'été indien, dirigeant un club à succès ici pendant les années 1950. Elle a reçu ici de nombreux invités célèbres, dont Elizabeth Taylor, Frank Sinatra, Martin Luther King Jr. et bien d'autres. Elle a même entretenu une amitié étroite pendant de nombreuses années avec le roi d'Égypte déchu, le roi Farouk Ier, Farouk rapportant à Bricktop des cadeaux de ses voyages, comme des bouteilles de parfum et des cigares. Un aspect de la vie de Smith qui a beaucoup été commenté ces dernières années est sa sexualité. En 1927 à Paris, elle a rencontré et entamé une relation avec un saxophoniste du nom de Peter Duconge. Ils se sont mariés en 1929, mais le mariage a rapidement rencontré des difficultés lorsque Smith a découvert les liaisons de Duconge. Ils se sont effectivement séparés dans les années 1930, mais ils n'ont jamais officiellement divorcé et sont restés légalement mariés jusqu'à la mort de Duconge en 1967. Cependant, il semble très probable que Smith était également bisexuel. Dans la seconde moitié des années 1920, l'une des artistes les plus remarquées chez Bricktop était la chanteuse de jazz américaine Josephine Baker, une femme remarquable pour avoir été la première femme afro-américaine à tenir le rôle principal dans un grand film, lorsqu'elle est apparue dans La Sirène des Tropiques en 1927. Bricktop a raconté à l'un des enfants de Baker, de nombreuses années plus tard, qu'elles avaient eu une relation sexuelle dans les années 1920, lorsque Baker se produisait régulièrement chez Bricktop. Bricktop a fermé son dernier club sur la Via Veneto à Rome en 1961. Elle avait alors 67 ans et, interrogée sur la fermeture, elle a déclaré « Je suis fatiguée, chérie, fatiguée de rester réveillée jusqu'à l'aube tous les jours. » Elle est retournée en Amérique où elle est sortie occasionnellement de sa retraite, ouvrant des clubs pour de courtes périodes à New York, bien qu'il n'y ait jamais eu d'efforts soutenus. Au lieu de cela, ces dernières années ont été en grande partie consacrées à des œuvres caritatives et elle était devenue une catholique romaine dévouée. Smith est décédée dans son sommeil chez elle, dans son appartement à Manhattan, le 1er février 1984. Elle avait 89 ans et avait mené une vie longue et réussie. Elle avait été enterrée au cimetière de Woodlawn dans le Bronx. Bien qu'elle ait été absente de la vie publique depuis de nombreuses années et que la scène jazz ait disparu depuis longtemps, sa mort a été largement rapportée dans le New York Times et d'autres publications importantes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Ada Bricktop Smith. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous pensez de sa vie en commentaire et proposez vos suggestions. N'oubliez pas de les laisser en commentaire. J'espère que vous êtes abonnés et que les notifications sont activées pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Forgotten Lives. Merci.